X. Il est au bout du fil, journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. Son nom à lui, c'est Christian Page. C'est notre enquêteur du paranormal qui est avec nous chaque semaine. Salut Christian. Salut Marceau. Comment ça va? Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Tu passes des belles semaines? Ah oui, écoute, j'ai dit, mon Dieu, il est sur le speed à soir. La température dans l'île au génie? Non, le pote est sur le speed à soir. Ah. Toudoum. Et je vais la raconter plus lentement pour toi. Vas-y, j'ai pas encore compris. Température chez vous, qu'est-ce que ça donne, là? Disons qu'il pleut, hein? Bergère, rentre tes moutons écoute, dans la maison. Là, je commence à en avoir un peu ras-le-pompon, là, tu sais, là. Ouais. Mais faut pas baser nos vies sur la température, hein? Non, exact. Bon, pour ta chronique du paranormal, ce soir, on a plein de sujets à jaser. Entre autres, tu voulais nous ramener sur le Bigfoot? Oui, mais avant ça, Yannick, j'ai une grosse nouvelle pour toi. Oh, allons-y. Les gens l'avaient demandé, alors maintenant, je peux te le dire officiellement. Ma fameuse conférence OVNI, les dossiers de la NASA, Yes. qui a été présentée à Montréal, sera présentée le 27 mai prochain à 19h30 à l'amphithéâtre Hydro-Québec du pavillon Alphonse Desjardins à l'Université Laval. Donc, le 27... Le 27 mai prochain, oui. 19h30, amphithéâtre Hydro-Québec à l'Université Laval. Parfait. Donc, pour plus de détails, christianpage.ca. En plein ça, toutes les informations sont là. Les gens peuvent déjà se procurer des billets ou réserver leurs billets pour la conférence en question. On parle des Bigfoot. Oui, c'est ça. Donc, le Bigfoot, écoute, on a l'impression depuis quelque temps qu'on en parle souvent. Si tu vas également du côté de Netflix, tu vas voir qu'on multiplie les émissions documentaires sur le Bigfoot. C'est un sujet qui est devenu excessivement populaire au cours des dernières années. Et là, j'imagine que plusieurs personnes y ont vu là-dedans un filon à exploiter. Et c'est le cas notamment d'une nouvelle compagnie, en fait un consortium d'hommes d'affaires qui vient de se créer sous le nom de Bigfoot Project Investment. Et donc ces gens-là se sont regroupés et ils ont l'intention d'exploiter à peu près toutes les niches où on retrouve des trucs sur le Bigfoot. Donc au moment où on se parle, ils lorgnent bien sûr vers l'idée de faire des émissions de télévision, il parle de faire également des documentaires. Il serait apparemment déjà à envisager de produire un documentaire 3D sur le Bigfoot. Et bien sûr, ils ont mis en place une équipe de gens qui vont parcourir les États-Unis à la recherche d'informations, pas d'informations, mais de preuves, colliger des preuves qui pourraient démontrer l'existence du Bigfoot. Parce que pour ces gens-là, bien sûr, l'existence de la créature ne fait pas de doute. Ils veulent également ouvrir dans les prochains mois un hôtel-musée, donc tu pourras aller là, bien sûr, pour te reposer, mais il y aura au premier étage une espèce de musée consacré au Bigfoot où les gens pourront se documenter sur l'histoire de cette mystérieuse créature qui, au cas où, s'il y a encore des auditeurs qui savent pas de quoi on parle, le Bigfoot est une créature simiesque, donc mi-homme, mi-animal, qui ferait entre 2,50 m, 3 mètres de haut, qui ressemble à un gros gorille, mais marchant de manière droite comme un humain. Et il aurait été observé dans à peu près tous les États aux États-Unis, sauf l'île d'Hawaï, parce qu'apparemment le Bigfoot ne nage pas. Et également partout au Canada, sauf à l'île du Prince-Édouard. OK. Cela étant dit, maintenant, ces gens-là, pour lancer leur campagne, en fait, pour se faire connaître et avoir la visibilité qu'ils souhaitent, ils ont décidé de frapper un gros coup. Alors, avis à tous ceux qui voudraient changer d'emploi, voici l'offre. La compagnie en question offre $1 million américains. Oui, $1 million américains à quiconque va fournir une information permettant la capture d'un Sasquatch ou Bigfoot, ou bien encore si cette personne-là peut produire elle-même le corps d'un Bigfoot ou Sasquatch. Quand je dis le corps, il n'est pas nécessaire qu'il soit mort, là. Pour être dans une cage, ça ferait l'affaire. Tu vas recevoir ton million pareil. Donc, 1 million mort ou vif. Mais, tu sais, on va se le dire, là. Qu'est-ce qui fait que c'est si fort que ça aux États-Unis, l'attirance pour le Bigfoot? Honnêtement, je dois t'avouer que je sais pas trop. Je pense qu'il y a eu un renouveau, parce que c'est un sujet qui était un petit peu,
Ben, pas mort, mais c'est ce sujet-là du Bigfoot, on est bien d'accord que c'est beaucoup moins populaire que des sujets comme les fantômes, les anges ou les extraterrestres. Là. Et c'est un sujet qui a été très, très fort dans les années 60, 70, puis un peu été mis un peu en veilleuse. Hein, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on n'est quand même pas dupe. On se dit, si de telles créatures existaient, tu sais, on fait des calculs assez simples. Tu dis, si une telle créature existe, si elle est observée partout aux États-Unis, il faut bien qu'elle se reproduise. Là, on parle d'une créature biologique, là, le Sasquatch, tu sais, c'est un animal. Probablement que les gens qui nous écoutent ce soir ont peut-être en tête le fameux film Harry et Anderson. Je sais pas si tu as vu ce film-là. Ben ouais, on en est parlé la dernière fois. C'est un de mes films d'enfance préférés. Donc, évidemment, Harry et Anderson est une belle démonstration de ce qu'est le Bigfoot. Et en même temps, c'est un peu comment je pourrais dire, l'anecdote à laquelle on s'attend. C'est qu'à un moment donné, s'il y avait de telles créatures répandues à travers les États-Unis, bon sang, il y a bien quelqu'un, à un moment donné, qui n'aurait frappé une sur le bord de la route. Tu sais, là, ça arrive jamais, ça. Et ces créatures-là doivent bien se reproduire. Je me rappelle avoir lu une étude à un moment donné où on avait demandé à des biologistes spécialisés justement dans la faune, hein, on les avait demandé uniquement en prenant le nord de l'État de la Californie, et là on inclut après ça l'État de l'Oregon et l'État de Washington, donc les 3 États côtiers américains de l'Ouest américain, mais on ne prend que le nord de l'État de Californie. On avait demandé combien faudrait-il qu'il y ait d'individus pour avoir une population viable. Et les biologistes étaient tous d'accord qu'on parlait entre minimalement 2000, puis certains étaient même plus réservés que ça. Ils disaient, en deçà de 10 000, tu n'auras pas une population viable. Imagine-toi, là, on a entre 2000 et 10 000 créatures comme celle-là qui arpentent nos forêts sur la côte ouest américaine. Mais on parle que de la côte ouest américaine. Là. Je te parle pas du Canada, je te parle pas des autres États, ni des autres provinces. On parle de 10 000 individus. Tabarnouche, à un moment donné, on se dit, on devrait les voir plus souvent, on devrait avoir des preuves plus convaincantes de leur existence. T'sais. Il y a des animaux plus rares que le Bigfoot. Hein. Tu prends, par exemple, ici au Canada, un animal qui a été longtemps, là, on vient de le retirer, mais qui a quand même été longtemps sur la liste des animaux en voie de disparition. Et même au Québec, moi, il y avait des gardes forestiers qui m'avaient dit, l'animal en question est sur la liste des animaux en voie de disparition, mais on le considère comme disparu, et c'était le carcajou. Oui. Et pourtant, même si c'est un animal qui était rarissime, de temps en temps, il y avait quelqu'un qui arrivait avec une bonne photo d'un carcajou. Même à un moment donné, il y a quelqu'un qui était arrivé avec une griffe d'un carcajou. Donc, on avait quelque part, de temps à autre, des éléments biologiques ou des éléments photographiques qui témoignaient qu'il y avait encore des carcajous au Québec. Mais le Bigfoot, on se dit que c'est un peu la même chose. À un moment donné, on devrait avoir des images et tout ça. Et pourtant, c'est jamais le cas. Et qui plus est, malgré que maintenant tout le monde a à peu près un téléphone portable qui peut prendre d'excellentes photographies, à toutes les fois où on se réfère à une image du Bigfoot, on en revient à une image tournée en 1967 en Californie, une image un petit peu floue où il y a une créature qui marche à peu près à 50 mètres de l'observateur. Un film qui dure à peu près 1 minute et que tu as probablement vu des dizaines de fois parce que c'est la seule véritable référence photographique que l'on a pour parler du Bigfoot. Et ce film-là, faut l'avouer, il est très, très, très controversé. T'sais. Fait que c'est toujours étonnant, les gens, on revient avec ça. Il y a eu des nouvelles émissions qui ont été faites là-dessus. On le remet un peu au goût du jour. Il y a des gens qui sont fascinés par l'énigme du Bigfoot, mais c'est sûr qu'avec les années qui s'écoulent, l'absence de preuves matérielles ou biologiques rend l'affaire de plus en plus incertaine. Il faut pas se le cacher non plus, Yannick. Tu sais qu'en Amérique du Nord, là, on n'a aucune, en dehors de l'homo sapiens, là, nous-mêmes, là, les êtres humains, là, on n'a jamais trouvé là, d'ossements, ni même de fossiles. On s'entend bien, là, des fossiles. On a trouvé des fossiles de tyrannosaures, de brontosaures, de tout ce que tu voudras. On n'a jamais trouvé un fossile d'un primate autre que l'humain. C'est assez révélateur. Ouais, il n'y a jamais eu, là, officiellement, si tu demandes à des paléontologues, ils vont te dire, le seul primate qu'il n'y a jamais eu en Amérique du Nord, c'est l'homme. Et même les traces fossiles vont dans ce sens-là. J'aimerais bien ça, moi, dire, ben, gars, on a trouvé un fossile d'un Gigantopithecus quelque part au Montana.
Donc, ça pourrait être l'ancêtre du Bigfoot, mais c'est jamais arrivé. Les seuls fossiles qu'on n'a jamais trouvés en Amérique du Nord sont ceux de l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes. Ouais, puis si tu viens dans Harry chez Anderson, je compterai pas la fin du film, là, mais on nous disait que dans le film, c'était des maîtres du camouflage. À 10 pieds là, de haut, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu difficile de se camoufler. Tu nous parles on sait avec tous les gens, les téléphones portables, tout ça, à un moment donné, on devrait avoir une photo intéressante. C'est jamais ça qui arrive. Tu nous parles maintenant d'une étrange disparition? Oui, écoute, ça, c'est vraiment la nouvelle de la semaine. C'est un truc vraiment incroyable. Moi-même, quand j'ai commencé à regarder ça, je me suis dit, mais c'est vraiment aberrant. L'affaire se passe à Rio Branco. Ça se trouve dans l'ouest du Brésil. Dans une petite communauté, une petite ville. Et là, voilà que le 27 mars dernier, le bureau des enquêtes criminelles est chargé de retrouver un jeune homme de 24 ans, Bruno Borges, qui est porté disparu. Et là, ça fait donc 3 semaines, au moment où on se parle, ça fait 3 semaines que la police est sur l'affaire et on n'a absolument aucune piste. Mais tu vas voir, là, je te dis, bon, quelqu'un qui est disparu, c'est pas particulièrement étrange, mais quand on regarde les circonstances, là, vraiment, on est dans le roman un véritable roman digne du Da Vinci Code. Écoute, notre type en question, jeune homme de 24 ans, je te le rappelle, était obsédé par l'idée des extraterrestres. Donc, il vivait jusqu'à 3 semaines, il vivait chez ses parents, il avait une chambre, et il en avait fait un peu son sanctuaire. Il refusait que ses parents entrent dans sa chambre, et là, ben évidemment, il lui saisonnait là-dedans, il passait toutes ses journées dans ce presque cloisonné dans cet endroit-là. Et puis voilà qu'il y a 3 semaines, il disparaît. Donc, évidemment, les parents entrent dans la chambre, et là, c'est la révélation. Écoute, la pièce, les gens peuvent aller sur Internet et trouver, il y a des images, on a filmé ça, et les images sont sur le web. Le type, écoute, il avait couvert les murs, le plafond, le sol, de symboles, de graphiques, certains écrits en portugais, la langue nationale évidemment du Brésil, mais la grande majorité de ces écrits-là et de ces symboles-là étaient écrits dans un langage qui n'existe pas, une sorte de langage codé. Pour ce qui est des écrits en portugais, on a pu déterminer qu'il s'agissait principalement d'extraits empruntés à Léonard de Vinci, et tout le reste, ce sont des calculs qui semble un peu sorti de la cabale. C'est un peu mystérieux. Et le type, comme je te dis, était vraiment obsédé par les extraterrestres. Dans la pièce en question, dans sa chambre, il y avait une statue de Giordano Bruno. Je sais pas si ce nom-là te dit quelque chose. Non, mais je suis justement en train de regarder la pièce, mais ils en ont fait pratiquement un musée, là. Ouais, c'est ça. Et là, il y avait comme sur une table des livres numérotés de 1 à 14 avec des chiffres rouges en lettres romaines. Et là-dedans, ces écrits-là sont tous à peu près codés dans le même sens que les écrits sur les murs. Il y avait cette statue de Giordano Bruno, pour situer un peu les auditeurs. Giordano Bruno, c'était, si ma mémoire est bonne, un frère dominicain, et il a été exécuté par l'Inquisition. Il a été brûlé par l'Inquisition en 1600 pour avoir annoncé que, à son avis, l'univers était infini et qu'il devait y avoir d'autres mondes habités. Alors, je te rappelle qu'à cette époque-là, la Terre était le centre de l'univers, puis les planètes et le Soleil tournaient autour. Alors, on a accusé Giordano Bruno d'hérésie, bien sûr, et l'Inquisition l'a envoyé au bûcher. Donc, on voit un peu ce lien avec les extraterrestres. Giordano Bruno avait été le premier à dire qu'il croyait qu'il pouvait y avoir des mondes habités. Donc, notre fameux disparu, Bruno Borges, a acheté cette statue-là de Giordano Bruno, l'a mis dans sa chambre, et là, il y avait autour de la statue des sortes de symboles cabalistiques écrits autour de ça. Écoute, il suffit de voir les images pour comprendre qu'on est en plein roman du genre Da Vinci Code. Et là, notre bonhomme annonce, quelques jours avant sa disparition, il dit à ses parents qu'il croit avoir trouvé le moyen de transformer l'humanité pour l'amener vers, un monde meilleur. Et là, il demande à ses parents des sous pour pouvoir financer ce projet-là. Mais il reste laconique sur l'idée ou le projet lui-même. Il dit à ses parents, j'ai besoin de sous, mais je peux pas vous en dire plus. Alors, l'affaire reste là, il insiste pas trop, et puis voilà que il y a 3 semaines, il est disparu, on a sans nouvelles de lui, il a quitté sans apporter avec lui de vêtements de rechange, sans apporter, il avait quand même quelques dollars en banque, son compte de banque est resté figé, il n'y a pas eu de retrait,
Il n'y a pas eu non plus d'achat sur sa carte de crédit. Il a une carte de crédit, il n'y a eu aucun achat là-dessus. Donc, notre type a littéralement disparu. Alors, inutile de dire que dans le pays, les amateurs de complot ont déjà imaginé toutes sortes de trucs. Donc, ça va du fait que, comme notre type était obsédé par les extraterrestres et qui prétendait avoir peut-être des communications avec les extraterrestres, on se dit, peut-être qu'il a été enlevé par des êtres venus d'ailleurs. D'autres, eux, plus sombres, prétendent que notre bonhomme en question pourrait avoir été assassiné par un complot, lors d'un complot orchestré par les méchants Illuminati. Les Illuminati, je te rappelle que c'est une supposée société secrète qui travaillerait dans l'ombre et qui gouvernerait le monde pour créer un nouvel ordre mondial. Ouais. Donc, évidemment, les dirigeants de ces Illuminati n'auraient pas trop apprécié l'idée que notre bonhomme voulait révéler au monde le moyen de s'améliorer. Donc, il l'aurait à ce moment-là fait disparaître pour pouvoir conserver le secret. L'homme qui en savait trop. Voilà, l'homme qui en savait trop. Ce qui est assez étonnant de cette histoire-là, elle nous rappelle une affaire canadienne que peu de gens connaissent et qui, à l'époque, avait quand même suscité beaucoup d'intérêt dans l'univers des amateurs d'OVNI. C'est la disparition d'un type qui s'appelle Granger Taylor. Et moi, je suis allé, j'ai parlé avec les parents de Taylor. C'est vraiment une histoire assez incroyable. L'affaire se passe dans l'île de Vancouver et on est en 1980. Donc, le 29 novembre 1980, Granger Taylor, un type de 32 ans, qui vit encore chez ses parents. Il vit à la ferme de ses parents. Et ce type-là, donc, qui est une sorte de marginal, qui est assez génial aussi. C'est un type qui a décroché de l'école au secondaire, mais à Duncan, sur l'île de Vancouver, on le surnomme le géant génial. Donc, lui, là, si ta tondeuse fait défaut, ta voiture fait défaut, peu importe, la mécanique, c'était son dada, et il était, disons, très habile. Et les gens faisaient affaire à lui pour la réparation de toutes sortes de trucs. Et puis voilà que dans la deuxième moitié des années 70, Granger Taylor, toujours très solitaire, commence à développer une passion pour les ovnis. En fait, il devient tellement obsédé par l'idée des ovnis qu'il va construire dans le jardin, chez ses parents, une reproduction d'une soucoupe volante qu'il va aménager. Tu sais, tu peux t'imaginer une espèce de cabane dans l'arbre, là, mais là, c'est une cabane dans le jardin qui a la forme d'une soucoupe volante que lui-même, Granger Taylor, a aménagée. Et là, il se réfugie là-dedans, passe des journées entières à lire des ouvrages sur les ovnis. Il est vraiment obsédé. Et là, il commence à confier à des gens autour de lui qu'il croit recevoir des messages télépathiques des extraterrestres. Exactement comme M. Borges au Brésil. Et là, un bon soir, le 29 novembre 1980, ce Granger Taylor à ce moment-là, sa mère est en vacances à Hawaï. Il n'y a que son père à la ferme. Ce soir-là, son père dort paisiblement. Granger Taylor se lève, accroche un petit mot à la porte de son père qui dit « Cher papa, chère maman, je pars en voyage dans un engin extraterrestre auquel j'ai rêvé. Ce voyage interstellaire durera 40 mois et me permettra d'explorer les vastes univers avant de revenir. Je vous laisse toutes mes possessions dont je n'ai plus besoin. Disposez-en selon mes volontés dans mon testament, Amour, Granger. » Et c'est vrai que Granger a laissé un testament qu'il a acheté au magasin. C'est le genre de testament imprimé dont tu ne fais que remplir des cases vides. Ouais. Et à la case décédé, lui, il a barré ça. Il a simplement marqué parti. Et ensuite, il monte dans sa camionnette, une camionnette Datsun, et on n'entendra plus jamais parler de Granger Taylor. On n'a jamais retrouvé son corps. Tu vois, quelques années après, donc là, Granger Taylor disparu. Mystérieusement, il a exactement dans le même sens que M. Borges, il disparaît, il n'amène rien avec lui, pas de vêtements de rechange. Il avait, dans le cas de Granger Taylor, il avait à peu près 10 000 $ en banque. Il n'a jamais touché un seul sou de ces 10 000 $. Et puis, quelques années après, la GRC va découvrir dans une forêt, pas tellement loin de Duncan, des pièces d'automobile que l'on croit être la camionnette de Granger Taylor,
qui a littéralement explosé. Et on va trouver également sur le site de, entre guillemets, de l'explosion, non seulement des débris de voitures, mais on va également découvrir des ossements humains. À l'époque, je te rappelle, on est en 1900, à ce moment-là, on est en 84 ou 85, l'analyse ADN sur des restes humains qui avaient longtemps séjourné aux intempéries, on ne permet pas de déterminer qui est l'individu. Mais les médecins légistes établissent clairement qu'il s'agit d'ossements humains et que son propriétaire était un homme. Mais on ne peut pas en dire plus. Donc, était-ce Granger Taylor? On sait que le véhicule et cet humain-là, entre guillemets, ont dû exploser avec de la dynamite. Or, Granger Taylor transportait souvent dans sa camionnette de la dynamite pour faire sauter des souches d'arbres. Est-ce que ce soir-là, Granger Taylor s'est en allé dans cette forêt-là, il s'est lui-même volontairement fait sauter avec la dynamite? A-t-il voulu manipuler de la dynamite? Il a explosé. Ou peut-être que finalement, ces débris de voiture et ces ossements humains n'ont rien à voir avec Granger Taylor. Mais quoi qu'il en soit, c'est une histoire excessivement mystérieuse, le départ de ce Granger Taylor, exactement dans les circonstances. Moi, quand j'ai lu ce qui se passait au Brésil avec la disparition de ce M. Borges, j'ai été frappé de cette similarité entre ces événements et la disparition de Granger Taylor. Oui, je suis allé voir la soucoupe volante qui s'était bâtie, qui lui servait de camp dans le bois. Là. Il y a une chose qui me marque, moi, c'est la cheminée pour le poêle à bois. C'est la seule affaire qui fonctionne pas. Ouais, ça, c'est moins high-tech un peu, quand même. Donc, on parle de scientifiques américains qui ont fait une très belle découverte. Oui, et là, tu vois, on est dans le domaine, là aussi, des extraterrestres, mais disons dans un domaine plus proche de la réalité scientifique que de la science-fiction, là. Les scientifiques ont annoncé, ce sont les responsables du télescope spatial James Webb, qui ont annoncé il y a quelques jours qu'ils avaient déterminé une atmosphère, en tout cas, ils avaient pu localiser une atmosphère autour d'une planète qui s'appelle, le nom très romantique de GJ1132b. Donc ça, c'est une planète qui se trouve à peu près à 39 années-lumière de la Terre. Et c'est une planète qui a à peu près la taille de la Terre. Et là, les scientifiques ont pu déterminer qu'elle avait une atmosphère et que cette atmosphère était composée soit de vapeur d'eau, de vapeur d'eau ou de méthane, ou un mélange des deux. Pour l'instant, les scientifiques ne croient pas qu'il puisse exister des formes de vie sur cette fameuse planète parce que sa température à la surface est de 370 degrés centigrades. Et les scientifiques croient qu'au-delà de 120 degrés centigrades, il ne pourrait pas se développer des formes de vie. Donc, dans ce cas-là, on est à peu près certain qu'il n'y a pas de vie sur cette planète. Mais pourquoi cette découverte-là, elle est importante et qui est probablement une nouvelle étape de franchie vers la découverte d'une planète habitée par des extraterrestres, c'est que pour la première fois, on a été en mesure, à cette distance-là, et pour une planète aussi petite, de déterminer d'abord qu'elle avait une atmosphère et de déterminer la composition de son atmosphère. Et ça, les chercheurs sont très enthousiastes à cette idée-là parce que quelle est la façon de voir si une planète peut être habitée par des extraterrestres? Ben, d'abord, il faut qu'elle soit dans la zone de vie. Ça veut dire qu'il faut qu'elle ressemble à la Terre et qu'elle soit assez proche de son Soleil pour avoir de l'eau à l'état liquide, mais pas trop éloignée non plus pour que cette eau devienne glacée, ni trop près pour que l'eau devienne de la vapeur d'eau. Donc, on a déjà ce premier critère-là. Et au moment où on se parle, les scientifiques ont observé au cours des dernières années à peu près 3500 exoplanètes, donc des planètes qui sont dans d'autres systèmes solaires. Et de ces 3500 planètes, on en a à peu près 200 qui seraient dans cette zone de vie, dont une cinquantaine qui ont pu être observées directement et qui sont des jumelles de la Terre. Mais être une jumelle de la Terre ne veut pas dire qu'elle a forcément une atmosphère. Or là, cette découverte-là nous permet maintenant, on découvre qu'on a les équipements nécessaires pour pouvoir voir s'il y a une atmosphère et d'en déterminer la composition. Et ça, c'est très important, Yannick, parce que la composition, c'est ce qui éventuellement nous permettra de dire si elle est habitée ou non. Parce que nous, et on suppose que toute civilisation extraterrestre aussi, on crée de la pollution. Et cette pollution-là se retrouve bien sûr dans l'atmosphère. Or, les scientifiques se disent, si on peut observer une planète, si on peut observer son atmosphère et déterminer qu'il y a dans cette atmosphère des traces de pollution, donc des compositions de gaz anormales qui permettraient d'imaginer qu'il y a une forme d'industrialisation, on pourrait avoir la certitude que nous observons une planète
sur laquelle évolue une civilisation évoluée, non seulement évoluée, mais industrialisée. Très intéressant. Mais j'ai l'impression que ce type de nouvelles-là, Christian, tu nous en parles à peu près une fois par mois. Ouais. Et on voit que dans ce genre d'approche-là, les scientifiques font des pas de géants. Oui. Il y a un mois, tu vois, les scientifiques de la NASA annoncent on a trouvé ces 6 ou 7 planètes qui ressemblent à la Terre dans un même système solaire. Et là, tu vois, un mois plus tard, on n'est même plus à l'idée de la planète, on en est à parler de son atmosphère autour de la planète. Moi, je te le dis, Yannick, je suis persuadé qu'il n'est plus très loin le jour où on va voir, où on va découvrir la planète des extraterrestres. On ne pourra pas observer les extraterrestres dessus, mais que les scientifiques pourront dire avec une quasi-certitude, voici sur cette planète-là, il y a 90-95% de chances qu'il y ait une civilisation et que cette civilisation-là soit industrialisée. Espérons que tu auras le scoop et que tu nous en fasses part dans Mars au soir. Oui, absolument. Parfait. Prochain sujet, mon cher Christian. Oh, Laurence, es-tu prête? Oui, toujours. C'est un sujet qui est un peu léger, mais en même temps, il est inquiétant. Tu vas comprendre pourquoi. Oui, mais attends un peu, Christian. Oui. Parce que tu m'as mis un titre là-dessus, puis Laurence, écoute, le nom, le prénom que t'as mis, c'est la chanson préférée à Laurence. Attends, je t'attuque. Maria, quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent. Mais Maria, elle s'en fout. Mais Maria, quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent. Mais Maria, elle s'en fout. Les Chinois auraient leur Maria robotisée. Oui, leur Maria qui vient de convoler en juste noces. Ah! En fait, l'affaire se passe, et tu vas voir, c'est un peu quand même inquiétant à certains égards. Le 31 mars dernier, donc les journaux chinois ont mentionné, ont fait l'écho d'une histoire assez incroyable. L'histoire se passe dans la ville de Hangzhou, ça se trouve dans la province de Zhejiang. Et là, on a un jeune informaticien dans le domaine, il est informaticien, c'est un spécialiste de l'intelligence artificielle, il est également électronicien. Et ce type-là, dénommé Zhen Juanjuan, a décidé de marier Yang Ying. Et Yang Ying, c'est sa propre création, c'est un robot femelle. Et là, écoute, tu vas me dire, mais crème, c'est quand même incroyable, on peut pas marier un robot. Mais oui, c'est ce que lui a fait. Il a donc marié ce robot-là. Et la raison pourquoi il a marié son robot, c'est parce que, dit-il, il a eu que des échecs sur le plan amoureux et il a été, à un moment donné, un peu comme découragé d'essayer de trouver l'épouse idéale. Donc, à défaut de la trouver, il a décidé de la créer. Et tu peux t'imaginer un peu que le robot ressemble à ces fameux, on a tous un peu l'idée de ces dessins animés japonais, là, oui. Chinois un peu, là. Donc, il a créé son robot un peu sur ce modèle-là, et donc là, il convole en juste noces. Bien sûr, on peut se poser, bon, le robot en question est pas très, on est loin là du robot parfait. Ça ressemble davantage à un mannequin en latex. Il est peu mobile, elle est capable de prononcer quelques mots, elle est capable de reconnaître quelques symboles chinois, mais sans plus. Mais évidemment, de toi à moi, ce qui intéresse et ce qui a intéressé, semble-t-il, beaucoup de journalistes chinois, c'est quels sont les attributs sexuels du dit robot. Et là-dessus, évidemment, un bon gentleman, le nouvel époux a refusé de commenter un peu les attraits sexuels de sa promise, là. Mais il a dit qu'il était pour faire des améliorations, c'est qui en dit beaucoup. Il va faire des améliorations au cours des prochains mois qui devraient complètement transformer le fameux robot en question. Bon, là, évidemment, j'imagine que les auditeurs se disent, c'est une nouvelle un peu amusante, puis il n'y a pas rien de très mystérieux là-dedans. C'est vrai, sauf que cette affaire-là n'est pas perçue de la même façon par tout le monde. Et en particulier, il y a des futurologues, donc des spécialistes qui font des projections à partir de ce que l'on sait maintenant, des projections un peu dans le futur. Et ces gens-là nous disent que d'ici 30 ans, parce qu'il ne faut pas se le cacher, le robot en question pourrait devenir en quelque sorte l'époux ou l'épouse, parce qu'on peut avoir des robots femelles ou mâles, on pourrait finalement créer des robots qui seraient l'époux ou l'épouse parfaite. Donc,
C'est-à-dire qu'elle est toujours d'accord avec toi. Il ou elle peut faire les tâches ménagères. Elle a des désirs en même temps que toi, tu as des désirs. Bon, tu comprends? Donc, c'est le parfait match. Elle s'obstine pas. Elle s'obstine pas. Il n'y a pas 4 jours de non-négociation par mois. C'est ça. Fini, ça, ces périodes-là. Mais là, évidemment, tout ça fait sourire, mais les scientifiques, il y a des gens qui disent, attention, cette idée-là de créer des robots, et avec, évidemment, l'amélioration dans le domaine de la robotique, permet de croire que d'ici 20 ou 30 ans, il y aura de plus en plus de ces unions entre humains et robots, et les robots seront devenus tellement perfectionnés qu'ils seront presque, ils pourront presque passer pour un compagnon vivant. Hein? Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Déjà, j'avais lu des trucs où des scientifiques s'inquiétaient de l'avènement des robots, et certains nous ont même mis en garde. Ils ont dit, attention, d'ici 50 ans, le robot pourrait prendre le pas sur l'être humain. Donc, c'est sûr qu'il faut s'inquiéter de ça. Et l'idée de voir des gens comme ça s'unir à des robots, d'ailleurs, un scénario qu'on avait déjà vu dans le film Blade Runner, je sais pas si tu te rappelles avoir vu ce film-là, où les gens, comme ça, épousaient des robots, se mettaient en concubinage avec des robots. Mais il semblerait maintenant, cette histoire-là est peut-être une première, mais n'est sûrement pas la dernière, à en croire les futurologues qui disent que c'est quelque chose qui risque de plus en plus de se faire à l'avenir. Ce qui m'inquiète là-dedans, est-ce que c'est la société que l'on veut, dans un premier temps? Est-ce que la diversité dans l'union entre un homme humain et une femme humaine, est-ce que c'est pas aussi, d'une certaine façon, la beauté de l'union? Oui. Et en même temps, tu te dis de créer des robots comme ça qui seraient parfaits, hein? Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de retourner à cette idée qui avait été dénoncée, on se rappelle, durant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler et ses bons ariens? Ces bons ariens. L'as-tu catché? Bon, oh okay. Oui, je l'ai catché. Bon, hein? Hitler et ses bons ariens avaient décidé à un moment donné, il y avait des programmes pour développer l'eugénisme. Hein, donc, de créer une race parfaite, les Aryens, puis là, on choisissait les yeux, on choisissait les cheveux, on choisissait ci, ça. Déjà, avec l'avènement des manipulations génétiques, beaucoup de personnes se sont interrogées là-dessus, à l'idée que les manipulations génétiques pourraient éventuellement, si on ne prend pas garde à ça, si on l'encadre pas correctement, on pourrait éventuellement glisser vers l'idée de créer des humains parfaits. Puis là, évidemment, il y a un danger à ça parce qu'on crée des gens sortis d'un même moule. Et là, éventuellement, la menace n'est pas qu'une menace génétique. Il semble qu'il pourrait même y avoir une menace robotique, puisque si on crée si on commence à s'unir avec des robots parfaits, quelle sera la société de demain? Quelle sera la suite, effectivement. Puis tu vois, il y a de ça quelques semaines, je regardais un reportage ou un documentaire, je m'en souviens plus, où on montrait un gars qui avait une vie assez particulière. Il était capable d'aller quand même 40 heures par semaine travailler, mais à la maison, il ne vivait qu'avec des poupées gonflables et c'était lui qui s'en occupait du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire que le gars faisait déjeuner ses poupées gonflables. Donc, il allait les chercher dans leur lit, il les habillait, après ça, il les amenait à la table, il mangeait avec eux et puis quand il revenait le soir, il refaisait la même affaire. Il les lavait, après ça, il les assoyait avec lui dans le salon, il leur parlait, puis là, à la fin de la soirée, il partait avec une poupée gonflable, puis il l'amenait dans son lit, c'était sa façon de vivre. Ça, c'était considéré comme une maladie mentale, là. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête. C'est son trip, il fait pas de mal à personne, mais on trouve ça particulier. Là, c'est rendu que on va développer des robots qui vont devenir des partenaires de vie, qui nous énerveront pas, qui auront un physique qui est parfait, qui ne vieilliront pas, qui vont vouloir tout le temps du sexe, qui t'estineront jamais. Je sais pas, moi ça me fait peur, ça. Tu sais, à quelque part, on dirait que j'aime ça, m'estiner, je sais pas, tu sais. Ouais, non, mais tu sais, t'as tout à fait raison, mais ce que je trouve assez malheureux, c'est que le fait aussi que les médias couvrent ces événements-là, tu sais, je me demande des fois quelle est l'utilité de nous montrer ça. Tu sais, des gens un peu désaxés, il y en a toujours eu. Est-ce que ça vaut la peine de focaliser là-dessus? Tu sais, on devient un peu comme des voyeurs, hein? Je me rappelle une émission à Canal Vie, c'était, je pense, Mon étrange habitude ou un truc comme ça. Mon étrange dépendance. Là, on voyait quelqu'un qui, lui, sa vie, il mangeait des tailleurs de char. Ouais. C'était ça. Un autre, une dame, elle mangeait des rouleaux de papier de toilette. Il y en a une qui mangeait les cendres de son mari. Oui. Ouais,
aïe, aïe, tu sais, bon. Tu te dis, vous avez pas, mais semble quand t'es rendu à ça, tu dis, on a-tu vraiment fait le tour du jardin? Tu sais, il y a rien de plus intéressant que de montrer, c'est ça, une femme qui mange les cendres de son mari, tu sais. Mais lâche pas, Occupation Double va repartir dans quelques semaines. Yes! Oh, ça promet du divertissement, ça, du divertissement de qualité. Christian Page, oui. t'es l'enquêteur du Paranormal, t'es journaliste, t'es chroniqueur, auteur, conférencier. D'ailleurs, dans quelques jours, c'est-à-dire précisément 44 jours, le 27 mai prochain, tu fais une conférence à Québec, à l'Université Laval. T'es au pavillon Alphonse Desjardins, je pense qu'on appelle l'amphithéâtre Hydro-Québec, là. Oui, c'est en plein ça. Le titre de ta conférence, c'est OVNI, les dossiers de la NASA, mythe ou réalité. Est-ce que c'est la première fois que tu l'as fait à Québec, celle-là? Oui, absolument. All right. Donc on invite les gens à aller sur ton site christianpage.ca pour plus de détails. Est-ce que ça coûte combien? Je te pose des questions comme ça. Ça coûte 25$ pour la soirée. 25$ pour la soirée. Puis on a la chance d'être diverti par Christian Page. En plein ça. Puis on va essayer écoute, j'en ai pas encore parlé au boss, là, mais s'il m'écoute, il va avoir des nouvelles de moi, là. On va essayer de faire tirer peut-être quelques places avec les auditeurs, puis moi et Laurence, on va les accompagner. Ah, ça serait superbe. Ça serait le fun, hein? Ah, ça serait le fun. T'as besoin d'être bon. Ouais, je vais essayer. Christian Page, merci, t'es mon meilleur. Salut! OK. Bye-bye. Ça me fait plaisir. Salut. Christian Page, l'enquêteur du paranormal, toujours très sympathique. Donc, allez faire un tour sur sa page Internet. Souvent, on me le demande quand est-ce que Christian va refaire une conférence. Ben là, ça s'en vient. Écoute, précisément, Laurence, là, je te dirais que c'est dans 44 jours, 18 heures, 46 minutes et 48 secondes. C'est précis, j'aime ça. T'aimes ça, hein? Ouais. Pourquoi je sais ça, tu penses? Parce que c'est écrit. Le décompte est là. 8h43, on vient. Marceau, le soir. Radio X.